Auditeurs, auditrices de la radio Saint-Gabriel et de la web radio Nassalam, bienvenue parmi nous et bonsoir. Et vous êtes bienvenus dans cette émission bimensuelle Yana Santé. Comme vous savez, le thème d'actualité, c'est la vaccination, le pass sanitaire, et voilà tout ce qui tourne autour de cette pandémie Covid-19. Aujourd'hui, on a avec nous deux invités. Jean-Victor Castor. Et Jean-Victor Castor, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Jean-Victor Castor, c'est un élu à la mairie de Maturi et à la CACL. Et il est présent avec nous en tant que membre de la Caravane de la Liberté pour le MDES. Voilà. Et avec nous, docteur Vignier Nicolas. Docteur Vignier Nicolas, c'est un infectiologue et chercheur en santé publique en centre hospitalier de Guyane. Bonsoir, docteur Vignier. Bonsoir. Voilà. On a tenu c'est-à-dire aborder ce thème, malgré que certains d'entre vous vont dire que ce thème il est abordé à plusieurs reprises, en long et en large. Mais actuellement, la nouveauté dans cette émission, c'est que, c'est-à-dire, il y aura une discussion, un avis contre un avis, un opinion contre un opinion. C'est une discussion dans un cadre de respect mutuel. On ne cherche pas le buzz, on n'a pas de publicité sur notre émission. On cherche un échange apaisé parce que, comme vous le savez, ici en Guyane, il y a 2-3 semaines, on commence à voir, c'est-à-dire on n'est plus dans la discussion, mais malheureusement on passe à des menaces, à des agressions physiques qui parfois occultent les opinions qui peuvent être légitimes de part et d'autre. Et donc là, dans cette émission, de façon modeste, on aimerait bien qu'on retourne c'est-à-dire à l'essentiel, c'est-à-dire qu'ici, sur ce territoire, on est tous, c'est-à-dire on vit ici, on a un défi qui est la Covid-19, mais on peut toujours avoir d'autres défis sociétals aux citoyens, et on aimerait bien toujours garder le dialogue, l'échange, parce que c'est quelque chose d'important et qui nous permet toujours de trouver des solutions au plus réel. Voilà. Sans tarder, j'aimerais bien, je vais vous donner la parole, Monsieur Castor, Docteur Vignier, un après l'autre, pour que vous me dites voilà, ce que vous en pensez à l'état actuel des choses ici en Guyane. Voilà, dans 2 minutes. Voilà, comment vous voyez maintenant l'état actuel des choses. Voilà. Monsieur Castor, comment vous voyez maintenant la situation là où on est. Il y a un texte de loi, voilà, qui est d'obligation vaccinale. De l'autre côté, dans la caravane de liberté, il y a des gens qui sont toujours mobilisés, qui sont, à ma connaissance, contre l'obligation vaccinale et pas la vaccination. Vous allez nous expliquer ça. Et contre le pass sanitaire. À vous la parole. Voilà, donc je te remercie de cette invitation. Je remercie donc la présence aussi du docteur Vignier. J'espère que le débat va bien se passer. Je voulais juste peut-être faire un petit préalable. Tu as parlé de dérapage ou de choses qui se sont passées. Je tiens quand même à rappeler que cette obligation vaccinale, qui est issue d'une décision donc du président de la République française, qui fonctionne depuis plusieurs mois sur la base donc pas d'un comité scientifique, mais qui fonctionne depuis plusieurs mois sous la direction militaire avec des généraux à ses côtés. C'est comme ça que la France fonctionne depuis plusieurs mois, c'est-à-dire que toutes les décisions sont prises avec un état-major militaire et que c'est à l'issue de ces discussions avec cet état-major militaire qu'il prend ses décisions pour des problèmes d'ordre sanitaire. Donc, il faut bien faire la différence, à mon avis, entre ce qui relève de la médecine et avec les pour, les contre, on a vu tous les débats et les divergences qu'il peut y avoir dans le milieu médical lui-même, et bien sûr, les décisions qui sont à caractère politique, notamment, par exemple, l'obligation vaccinale, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Donc, c'est un choix politique qui a été fait, et cette obligation vaccinale, c'est une violence. C'est une violence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit, et y compris en France, beaucoup de personnes se sont fait vacciner, je parle du personnel soignant notamment, parce que on leur a dit clairement, si vous n'êtes pas vacciné, vous allez vous retrouver avec une suspension de salaire. Je ne sais pas si vous vous imaginez comment cette société a pu basculer. C'est-à-dire que vous avez un contrat de travail, vous avez fait des études, vous avez un boulot, parfois depuis 30 ans, 40 ans, peut-être même que vous êtes proche de la retraite, et on vous dit, à partir d'aujourd'hui, vous devez vous faire vacciner. Vous n'êtes pas d'accord.
vous vous opposez à la vaccination et on vous impose par violence un choix. C'est soit vous acceptez, et si vous n'acceptez pas, vous avez une suspension de salaire, et in fine, il faut dire les choses très clairement, vous perdez votre boulot. Ou vous partez avant. Et c'est le cas pour le personnel soignant des hôpitaux, mais c'est le cas aussi pour toutes les professions libérales, de santé ou paramédicales, etc. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire ce rectificatif. En tous les cas, bien préciser aussi qu'il y a une violence institutionnelle. Et cette violence institutionnelle, on n'en parle pas. Et c'est un drame. Notamment, c'est un drame dans des populations comme la population en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, où on voit bien qu'il y a une résilience, que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Après, le pourquoi, ça c'est autre chose. Mais imaginez-vous bien que quand dans des hôpitaux, j'ai entendu M. Lénaïque Adam dire précisément qu'il y aurait peut-être à peu près 25% du personnel, tout confondu, toute catégorie de formation. Paramédical, je rectifie, parce qu'il y a 95% des médecins, ils sont vaccinés. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Il a donné les bons chiffres, et il a dit, mais globalement, sur l'ensemble, il n'y a que 25% des personnes qui sont vaccinées aujourd'hui dans les hôpitaux. Et ça, que ce soit 25, 30, ou même, admettons qu'à l'arrivée, qu'il y en ait 15, 30 ou 40%, c'est un drame. Parce que toutes les personnes qui se sont fait vacciner, elles se sont fait vacciner après plus de des mois et des mois, on leur dit, vous devez le faire. Et in fine, les personnes qui peut-être le feront par obligation. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire contre leur volonté. Et donc, pour moi, je voulais préciser que c'est une violence institutionnelle et c'est très grave à ce titre-là. C'est pour ça que le nom de la caravane, c'est la caravane pour la liberté. Et effectivement, moi, je ne vais pas rentrer dans un débat vacciné-non vacciné. On pourra évoquer certaines questions, mais le vrai sujet aujourd'hui, en tous les cas, le vrai combat de la caravane pour la liberté, c'est un combat où on dit on ne peut pas obliger des gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Alors, sur ce, docteur Vignier, maintenant, actuellement, autant que docteur, médecin, à l'hôpital de Cayenne, vous voyez tous les jours des malades, vous avez un service qui est j'allais dire, au premier, sur le front de cette guerre sanitaire, comment ça a été. Comment vous voyez maintenant l'état actuel des choses ici en Guyane par rapport à la vaccination, le taux de vaccination, la situation à l'hôpital, voilà. Justement, enfin, quand même, peut-être je rebondis quand même un petit peu par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que je pense qu'il y a plusieurs manières de poser le débat. Donc là, vous le posez par rapport à la question de qu'est-ce qu'on fait quand il y a une obligation et que des personnes ne sont pas d'accord et qui risquent de poser leur travail. Donc c'est un vrai problème auquel on fait face. Mais faut quand même rappeler pourquoi on en est là. C'est qu'avant ce débat-là, il y a un autre débat qui est un débat de santé publique. C'est-à-dire qu'on a une pandémie mondiale, un virus qui a diffusé sur toute la planète, qui est fortement transmissible et qui, chez certaines personnes, peut donner des formes graves et même mortelles. Et il y a d'ailleurs eu, malheureusement, aussi des morts sur notre territoire en Guyane. Et on a dorénavant un outil pour protéger les personnes de ce virus, qu'est la vaccination. Et cet outil a fait la preuve de son efficacité, c'est-à-dire que quand on est correctement vacciné et qu'on n'a pas des facteurs de risque d'échec du vaccin comme une immunodépression, ça nous protège, ça nous évite de faire une forme grave et donc de mourir du Covid. Et donc ça, c'est intéressant. C'est la première chose. Mais il a aussi été démontré que quand on vaccinait les soignants, on limitait le risque que les soignants attrapent le virus, l'introduisent dans les établissements de santé et contaminent des patients qui sont dans les établissements de santé parce qu'ils sont malades, ils ont besoin d'examens, etc. Tout en sachant que parmi ces personnes qui fréquentent les établissements de santé, il y a une surreprésentation des personnes fragiles, avec des comorbidités, donc à risque de faire ces formes graves de Covid. Et ce qu'on ne dit pas assez dans ce débat-là, mais qu'on connaît être la vérité, en tout cas moi je la connais pour l'avoir vécu à l'hôpital de Cayenne, c'est qu'il y a eu, depuis le début de cette pandémie en mars 2020, des soignants positifs qui ont travaillé, qui malheureusement, pas forcément volontairement, mais par négligence ou ignorance de leur statut d'infecté, malheureusement ont transmis ce virus à des patients. Et parmi ces patients qui ont été infectés par des soignants, il y a eu des formes graves. Et même parfois des décès si on regarde à l'échelle de la France et du monde. Et donc ça, c'est un élément
par rapport auquel on ne peut pas faire l'impasse dans le débat. D'accord. Donc pourquoi on en est arrivé? Moi je suis pas le gouvernement, je suis pas forcément là ce soir pour dire il faut à tout prix, etc. obliger, contraindre de mettre les gens au chômage. À la limite ça m'intéresse pas, c'est pas forcément mon expertise. C'est vrai. Non, je veux dire. C'est pas à moi de dire ça, et je suis pas sûr d'être là pour défendre ce message-là. C'est ça que j'essaie de dire. Moi, mon métier, c'est la médecine. Mon expertise de chercheur, c'est la santé publique. Donc, j'ai une lecture de savoir comment nous sortir de cette pandémie gravissime. Et je constate que l'infection des soignants peut être un élément qui favorise la transmission, la circulation du virus au sein des établissements de santé, et qu'en face, on a une solution qui est la vaccination. Donc le plus simple et le plus souhaitable pour la santé publique, ça aurait été qu'une fois que le vaccin soit rendu disponible aux soignants, que la majorité des soignants s'en emparent et se vaccinent, sans qu'on ait besoin de rentrer dans l'obligation. Sauf que c'est pas ce qui a eu lieu. D'où cette évolution du gouvernement qui a essayé de trouver une solution pour essayer de motiver un peu la sensibilisation. Ça a marché à certains endroits, pas vraiment chez nous, ou en tout cas insuffisamment. Et donc, ils en sont arrivés à l'obligation parce qu'il y a une culture de l'obligation vaccinale en France où ils se sont dit peut-être que si c'est obligatoire, ça sera plus simple pour tout le monde et ça va y aller. Bon, il s'avère que là, on y est à l'obligation et on voit que c'est pas le cas, que c'est pas aussi simple, qu'il y a des personnes qui, malgré cette obligation, ne sont toujours pas vaccinées, quitte à prendre le risque de perdre leur emploi, qu'il y a des personnes dans la rue, donc on a un problème, et c'est bien qu'on en parle ce soir. Mais voilà, il faut quand même réexpliquer pourquoi il est question de vaccination des soignants. C'est avant tout pour les protéger eux-mêmes, interindividuels, mais surtout pour protéger leurs patients qui sont les plus fragiles par rapport au risque de Covid grave. Voilà. Moi, je vais enchaîner avec des questions. Je vais essayer d'être, que mes questions soient équilibrées. Pour, voilà. Je vais essayer toujours On peut quand même répondre rapidement. Allez-y. En fait, c'est très bien qu'il y ait eu donc cette réflexion qui semble être la réflexion à la base. C'est-à-dire que si on a un hôpital, il vaut mieux que les personnes qui y travaillent ne transmettent pas de virus. Vous admettez quand même que aujourd'hui, avec le recul que vous avez sur le Pfizer, c'est pas parce qu'on a été vacciné Pfizer qu'on ne transmet pas. Il paraît qu'on transmettrait moins, mais ça ne veut pas dire qu'on... laissez-moi terminer. Ça ne veut pas dire qu'on ne transmet pas. Non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ça, c'est une première chose. Donc, on ne peut pas dire, aujourd'hui, vous le savez très bien, vous ne saurez pas dire publiquement que parce qu'on est vacciné, qu'on ne transmet pas. Ça, c'est une première chose. Au contraire, on transmet et c'est contagieux de toutes les façons. Le même vaccin. Non. Juste pour vous dire, laissez-moi terminer. J'aimerais quand même répondre parce que... Non, mais je termine mon propos. Ce que je vais dire, c'est qu'on avait les mêmes personnes, le même personnel soignant, qui arrivait ici en Guyane. Vous le savez très bien. Ces personnes ne faisaient pas de septaine. Les personnes rentraient à l'hôpital sans contrôle et s'occupaient des malades. Mais maintenant, c'est plus possible parce qu'ils doivent être vaccinés. C'est pas ce que je dis. Je vous dis que c'était le cas, oui ou non. D'accord. Donc, à partir du moment où oui, c'était le cas, moi, ce que je veux dire, c'est que on en arrive à une autre question. Est-ce que c'est le seul moyen de soigner? Vous savez, moi, on va détailler dans la discussion. Mais on peut pas dire que la vaccination, c'est le seul moyen. C'était ma question. Ma question, c'est que maintenant, les gens qui sont pas vaccinés, ils disent finalement, pourquoi se faire vacciner? Parce que, c'est-à-dire le docteur, c'est-à-dire la raison pour laquelle je dois être vacciné pour protéger les autres, les gens vaccinés, ils peuvent être porteurs asymptomatiques, ils peuvent tout à fait transmettre, c'est-à-dire donc finalement, si vous voulez, c'est-à-dire une partie du personnel de santé, ils ne voient pas pourquoi eux, ils doivent être vaccinés pour continuer. Et surtout, ils disent que il y a 8 mois, ils étaient applaudis tout, et maintenant, ils sont traités comme des coupables et des gens qui ramènent le virus pour d'autres personnes. Comment vous pouvez répondre? Parce que ça rejoint la réflexion de M. Castor sur cette question. Comment on peut dire que on vaccine pour protéger des malades? Oui, justement, je vous remercie de me poser la question, parce que je sens que c'est là-dessus que je réagissais un petit peu au tac au tac, parce que vraiment, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur ce point-là, et il ne faut pas faire passer des fausses informations. Donc, est-ce qu'il est vrai qu'une personne vaccinée peut attraper le Covid
et potentiellement de transmettre, oui, c'est vrai. Je ne le nie pas. Par contre, est-ce qu'il est vrai qu'une personne vaccinée a autant de chances qu'une personne non vaccinée d'attraper le Covid et de le transmettre? Non, ça c'est complètement faux. Il a beaucoup moins de chances d'attraper le Covid et de le transmettre. Est-ce qu'il y a des études scientifiques Donc, qui peuvent... c'est pas parce que on réduit pas de 100% du risque, c'est déjà on réduit de 70% du risque. C'est très intéressant au vu des difficultés auxquelles on fait face de pandémie. C'est comme si je vous dis, vous roulez dans une voiture sans airbag ou avec airbag, est-ce que vous avez 0% de chance de mourir si vous crachez avec une voiture avec un airbag? Peut-être que vous avez un risque faible, mais c'est pas 0% si vous roulez à 300 km/h. Par contre, si vous n'avez pas l'airbag, dans tous les cas, si vous roulez à une vitesse très élevée, vous risquez. Donc c'est pareil. Donc il faut faire très attention au message qu'on véhicule. Et ça, c'est un message qui est incorrect d'un point de vue scientifique, de dire qu'il n'y a aucun intérêt à se faire vacciner pour la transmission. S'il y a un intérêt qui est démontré scientifiquement, qui n'est pas de 100% de réduction du risque, mais qui est quand même déjà très élevé. Et donc c'est un outil qu'il faut qu'on utilise. C'est une erreur personnel en tant que soignant de ne pas faire cette démarche de vaccination si on est dans une démarche de vouloir réduire au maximum le risque d'acquérir un virus et de le transmettre à ses patients. Est-ce qu'il y a des travaux scientifiques vraiment à grande échelle qui peuvent appuyer vos propos? Parce que là, ça veut dire il y a plusieurs cohortes de soignants en Angleterre, en Israël, aux États-Unis qui ont été publiées, qui démontrent très clairement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que l'incidence des infections sont beaucoup plus faibles chez les soignants vaccinés, ainsi que le risque que ces soignants transmettent secondairement à leurs patients ou à leur entourage ce virus. Donc ça, c'est démontré, mais depuis plusieurs mois. Est-ce que eux, ils étaient comme la France à obliger leur personnel soignant d'être vacciné? Ces exemples exacts, Israël, la Grande-Bretagne, les États-Unis, est-ce qu'il y a cette obligation? Il y a certains pays qui en effet appliquent l'obligation vaccinale, d'autres non. D'accord. Après, il y a aussi une adhésion à la vaccination qui est variable d'un pays à l'autre. Oui, d'accord. C'est-à-dire que cette hésitation vaccinale qui est très prégnante en Guyane, elle existe aussi dans certains pays qui font face à des mêmes problématiques et qui parfois font le choix de l'obligation, parfois pas. Et il y a aussi des pays où toutes ces questions se sont moins posées et où finalement la vaccination est allée de soi et il n'y a pas eu besoin d'en arriver à contraindre, à ces débats qui nous font du mal à tous et qui sont dommages finalement, parce que finalement on veut tous arriver au même résultat, c'est-à-dire en finir avec le Covid et reprendre une vie normale. Et donc, c'est ça notre préoccupation à tous. C'est pas d'emprisonner, de mettre les gens en prison et de contraindre. Monsieur Castor, j'ai une question pour vous, pour que c'est-à-dire que... Oui, mais on peut pas ne pas continuer à aborder. Non, vous aurez le temps. Je vous pose la question et après, vous pouvez, D'accord. parler dans une phrase ou deux par rapport répondre à Dr Vignier. Je vois que, c'est-à-dire, votre thème, c'est la caravane de liberté. Très bien. Et je sais qu'il y a plusieurs entités, plusieurs associations. Voilà, c'est un collectif. Voilà. Mais moi, parfois, je reste perplexe par rapport à certaines actions de la caravane des libertés. Par exemple, la caravane des libertés, elle bloque la liberté de circulation sur le pont de la Rivaux. Moi, je respecte l'avis vous êtes contre le pass, c'est-à-dire contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Mais j'arrive pas à suivre, ni moi, ni plusieurs personnes à la population, comment on part d'un avis contre l'obligation vaccinale et on bloque le pont de la Rivaux. D'accord, je vais répondre à ça. Ou bien on siège, on fait un état de siège à l'ARS. Alors, je vais répondre sur ces deux points-là, mais je ne vais pas laisser passer, M. Ben Salah, certains débats. Donc le débat le plus important, c'est le débat qu'on prend aujourd'hui. Y a-t-il, oui ou non, d'autres moyens de se faire soigner? Moi, je reviens d'un Covid. Attendez. Laissez-moi, parce que votre façon d'aborder le sujet, on passe de ça à des actions de la caravane. Non. Je ne vais pas rentrer. Non, je ne vais pas me laisser entraîner dans ce genre de mode de méthode. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que vous avez la caravane de la liberté qui pose un principe fondamental, c'est la possibilité de laisser aux gens un droit fondamental et universel, c'est de choisir. Ce droit-là, il concerne les personnes qui sont malades. Ce droit-là devrait concerner tous les médecins. Tous les médecins. D'accord? C'est-à-dire la possibilité de traiter. J'ai mon patient qui m'appelle, je le traite. Je ne lui dis pas non, il faut attendre, etc. Vous savez, on peut chercher à aborder les sujets tels qu'on le fait maintenant, c'est-à-dire sur la vaccination.
La caravane de la liberté, son mot d'ordre, c'est non à l'obligation vaccinale. Non à l'obligation vaccinale. J'insiste là-dessus parce que moi, je reviens d'un Covid, j'ai failli y passer. J'ai refusé d'aller à l'hôpital parce que cet hôpital, c'est un mouroir pour moi. Et donc, je suis resté sous oxygène. Comment vous étiez traité? J'ai été traité à l'ivermectine et à l'azithromycine. Et comment vous avez eu ces... Et écoutez bien ce que je vous dis, et je pense que, que vous le savez très bien, il y a beaucoup de personnes comme ça. Je n'ai jamais eu de problème respiratoire. D'accord. Pour ma chance, j'ai fait comme certaines personnes, j'ai commandé des oxymètres. J'en avais plusieurs que je donnais aux personnes qui avaient le Covid parce que j'ai fait ma petite lecture. Hein, voilà. Et j'ai commandé des oxymètres. C'est vrai qu'en une seule journée, et je comprends que ça peut se dégrader très vite. Vous avez un oxymètre? Oui, j'avais un oxymètre chez moi. D'accord. Donc, effectivement, en l'espace de quelques heures, je me sentais vraiment mal. D'accord. Mais il y avait, je revenais d'un petit cluster dans un milieu que j'ai récupéré. Et ma situation s'est dégradée parce que, effectivement, j'ai négligé les petits maux de tête, etc., etc. Je me suis pas occupé de ça. Et en quelques heures, je commençais à convulser. Donc, ma compagne, elle est dans le domaine médical, donc elle connaît, etc. Et j'ai eu la chance aussi, parce que, comme je suis militant de la caravane de la liberté, j'avais chez moi de l'ivermectine et de l'azithromycine. D'accord. Quand je suis rentré, donc sous le coup de minuit et demi, 1 heure, je mets mon doigt dans l'oxymètre, par précaution, parce que là, je fais tout de suite le lien avec le cluster qui est... Voilà. Et je suis à 83% de taux d'oxygène. Mais j'étais complètement cassé. Et vous n'avez pas le réflexe d'appeler le SAMU? Non, ce que j'ai fait... Parce que si vous avez une détresse respiratoire? Je n'avais pas de détresse respiratoire. Mais 83, c'est... Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que physiquement, je n'avais pas de problème. D'accord. Grâce au traitement, à l'automédication. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'azithromycine et de l'ivermectine. 2 heures après, j'étais à 94%. 2 heures après. Laissez-moi terminer. Je ne veux pas dire que... Je dis très bien, comparaison n'est pas raison, je ne suis pas médecin, etc. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu. Justement. Parce que d'autres personnes ont vécu la même chose. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'avais pris ces précautions. Je veux simplement dire que, vous savez, l'avantage qu'on a en Guyane, c'est que c'est un petit pays. Et c'est pour ça que vous aurez du mal à faire les gens se faire vacciner. Parce que chaque fois qu'on essaie, je parle des institutions, des politiques publiques. Oui. Quand on tient un discours où on dit le vaccin, pas de séquelles, c'est pas vrai. Parce que les gens autour d'eux, ils savent qu'il y en a qui sont décédés, il y en a qui ont des séquelles, etc. Laissez-moi terminer. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas vrai. Je vous dis une chose. On va y arriver. Et vous allez voir dans les semaines qui viennent, vous allez voir les dizaines de témoignages qu'on va vous sortir. Je termine. Je veux juste terminer. Je veux juste terminer mon propos, M. Bensal. Deuxièmement, donc c'est faux. Il ne faut pas tenir de discours comme ça parce que ça ne tient pas la route. C'est un petit pays, les gens discutent entre eux et on a dans nos familles. De la même façon, vous avez tout à fait raison que certaines personnes qui se sont fait vacciner, il y a des Guyanais qui se sont fait vacciner et qui n'ont pas eu de problème. Et, ou alors, même quand ils ont eu le Covid, et certains n'ont pas eu de forme grave. Mais vous savez très bien qu'il y a des personnes qui sont arrivées à l'hôpital, des personnes vaccinées avec les 2 doses. Répondre sur les traitements, parce que là, on repart sur la vaccination. Et qui ont eu effectivement des formes graves. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que ce débat public-là, il est pollué parce qu'on est dans les excès en matière de... Je parle des institutions elles-mêmes. Et donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que les gens ne croient pas. Et juste pour conclure, quand vous avez 70% des personnels soignants dans des hôpitaux ou en dehors des hôpitaux, un peu moins, dans les professions libérales, nettement moins, ce sont des gens quand même qui sont en confrontation au problème. Les gens savent ce qui se passe dans les hôpitaux. Ce ne sont pas complètement des ignorants. Ce sont des personnes qui voient ce qui se passe. Et comment vous expliquer que des personnes qui sont en première ligne, qui ont vu ce qui se passe et qui voient encore ce qui se passe, y compris que quand on a des problèmes dans l'hôpital de Cayenne, dans des secteurs clés, fondamentaux, stratégiques pour l'hôpital, et qu'on a des clusters dans ces secteurs-là, et que finalement on traite ces personnes-là avec des médicaments, parce que les personnes de toutes les façons sont Covid, on peut se poser des questions. Et ça circule, les gens le savent. Donc à un moment donné, vaut mieux avoir un discours clair, simple, etc. Et puis poser le fameux débat que vous voulez poser, et là il est discutable, c'est la question donc du bénéfice. Monsieur Castor, c'est-à-dire je respecte c'est-à-dire votre point de vue, il n'y a pas de problème, et je l'entends, c'est-à-dire voilà, même si parfois je ne partage pas certains points. Il n'y a pas de problème. Je l'entends, mais ma question,
vous n'avez pas répondu à ma question. La caravane de liberté, il bloque... Parce que, pour moi... Je pense qu'il est quand même très important que je puisse répondre sur ce qui a été dit. Parce que là... que je passe à un autre point. Sur les traitements... Voilà. Parce que moi, ça me dérange sur ce point-là. Alors, on va revenir dessus après. On va retourner par la suite. Maintenant, moi, ma question, c'est-à-dire, elle rejoint la question de M. Castor, c'est que finalement, il y avait des gens qui étaient vaccinés, parce que le Guyane, c'est trop petit. Ils étaient vaccinés, malheureusement, ils sont décédés à l'hôpital. Vous avez des cas graves. Et en plus de ça, il y a des questions finalement. En plus de ça, est-ce que vous ne croyez pas que maintenant, on rentre dans cette guerre contre la Covid, mais malheureusement, notre institution, notre structure hospitalière, elles étaient déjà dans une situation, j'allais dire, précaire avant. C'est une situation qui dure depuis des années et des années. Et là, la Covid, elle est venue comme un révélateur, comme un catalyseur qui nous a mis devant des difficultés. C'est-à-dire malgré la vaccination, on aura toujours des problèmes structuraux. C'est-à-dire, malgré que les gens se vaccinent et tout, on a déjà un problème. La vaccination, il a marché dans d'autres pays parce qu'il y a un tissu, c'est-à-dire des structures hospitalières qui est solide. Ici, malheureusement, on a des structures qui sont précaires. Oui, je vais répondre sur le système. Je vous laisse le temps de répondre. Je ne peux pas ne pas réagir à ce qui a été dit sur, comment réagir si moi-même je suis atteint du Covid et j'ai des symptômes. Donc, quand on est atteint du Covid, qu'on a des symptômes et qu'on commence à avoir un manque d'oxygène dans le sang à l'oxymètre, il est très important d'appeler le SAMU pour être pris en charge parce que ça veut dire que notre corps a besoin d'oxygène et que l'oxygène, si la ventilation du poumon ne suffit plus à l'apporter du fait de l'infection du poumon, seul de l'oxygène avec des lunettes ou un masque pourront nous permettre de respirer correctement. D'accord. Donc ça, vous avez pris le risque pour vous-même, c'était votre décision. Mais vraiment, on est à la radio, donc il faut faire attention aussi à des gens qui écoutent et qui entendent. Si ça vous arrive, il faut absolument recourir aux soins. Et donc, en effet, vous avez la possibilité d'appeler le 15, le SAMU, pour qu'on vienne vous chercher dans ce cas-là. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que vous dites, je me suis traité par azithromycine, ivermectine, et 2 heures après, j'étais guéri, j'avais plus un manque d'oxygène. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit, je suis passé de 84% de saturation 83% à 94%. C'est amélioré, il y a une amélioration. Bon, écoutez, moi, ça fait plus d'1 an que je soigne des patients Covid. Vous avez d'ailleurs vous-même dit à l'instant que les soignants avaient une expertise du Covid, vu qu'ils les accompagnaient tous les jours. C'est mon cas, je suis médecin infectiologue, c'est mon métier. Depuis le 1er mars, on est sur le pont, d'accord ? Moi, c'est pas ce que j'ai observé en tant que médecin. Donc après, les auditeurs entendront les deux sons de cloche et accorderont leur confiance à qui ils voudront, mais il est important que je réponde sur ce point. Donc non seulement ça n'a pas été notre expérience, mais en plus, il y a des études qui ont été menées correctement, en respectant à la fois l'éthique, l'absence d'influence avec les laboratoires pharmaceutiques et une méthode digne de ce nom. Oui, mais vous pouvez contredire, mais moi je suis médecin, je suis chercheur. Et je ne travaille pas pour les laboratoires pharmaceutiques. Très bien pour vous. Donc je pense... C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est mon cas. Donc je pense que je suis bien placé. Non, mais vous l'admettez quand même. Je pense que je suis bien placé pour éclairer les auditeurs sur l'efficacité de certains traitements et l'inefficacité d'autres. D'accord ? Parce qu'au début, on n'avait pas ces réponses. Là, après 1 an et demi de crise, on a un certain nombre de réponses qui, malheureusement, sont pour la plupart plutôt négatives, avec des espoirs qu'on avait dans certains traitements comme l'hydroxychloroquine, comme l'azithromycine, l'ivermectine, ou même d'autres, qui malheureusement n'ont pas été positives. Et donc on sait maintenant de manière très solide scientifiquement, avec plusieurs études menées dans plusieurs pays avec des méthodologies solides, que ces 3 médicaments n'ont malheureusement aucune efficacité sur le Covid. Donc que votre saturation ait évolué et quelle en était la qualité de la mesure, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec... C'est une bonne chose. Elle est parmi nous aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les comprimés que vous avez pris. Oui. Et quand bien même ces médicaments marcheraient, ça n'existe pas de contrôler une infection virale et de réduire une oxygénodépendance en 2 heures. Moi, j'ai jamais vu ça dans une infection virale grave. Quand les gens s'améliorent sous un traitement efficace, par exemple une infection bactérienne qu'on traite par antibiotiques, il faut quand même plusieurs jours avant qu'on puisse libérer le patient de l'oxygène. Donc ça,
c'est pas mon expérience clinique. Donc, on peut pas faire passer ces messages-là. Après, vous l'avez interprété comme tel, je vous juge pas, et vous n'êtes pas médecin. Moi, en tant que médecin, quand j'entends ça, j'explique que ça n'est pas lié au comprimé que vous ayez pris. Alors, par contre, est-ce qu'il y a des traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité? Oui, il y en a. Peu, mais il y en a. Quels sont-ils? Pour les formes graves, c'est-à-dire justement avec les personnes qui ont un niveau d'oxygène qui baisse et qu'on voit pas trop tard, qui arrivent à l'hôpital pas trop tard, d'où l'intérêt d'appeler à l'aide dès qu'on commence à être très malade et ne pas attendre chez soi, quand bien même il y a des problèmes structurels, on en reparlera si vous voulez, pour ne pas retarder la prise en charge. On peut, avec un traitement par corticothérapie, par corticoïdes, réduire le risque d'évolution défavorable de ces Covid graves et améliorer la survie des personnes qui font ces Covid graves. Donc ça, c'est des traitements qu'on utilise maintenant systématiquement dans les formes graves Covid, la corticothérapie. On sait aussi que le Covid s'accompagne souvent de complications dans les veines qui sont en fait des caillots de sang, des thromboses. Je sais pas si c'est un terme que tout le monde comprend. Et ces thromboses, parfois, elles peuvent être graves et elles peuvent aussi conduire malheureusement au décès. Et donc maintenant, on va anticoaguler, on va fluidifier le sang de toutes ces formes graves. Et ça améliore aussi la survie. Donc ça, c'est des traitements qui sont réalisés par tous les médecins aujourd'hui, y compris en Guyane. Et enfin, et c'est nouveau, il y a des nouveaux traitements qui nous donnent un peu d'espoir, même s'ils ils ne résolvent pas tout. C'est ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. C'est quoi les anticorps monoclonaux? En fait, les anticorps, c'est ce que notre corps produit quand on a rencontré l'infection. Sauf que dans le Covid, le temps qu'on produise les anticorps, ça prend plusieurs jours et on fait quand même la forme grave. Docteur Vignier, c'est le même traitement qu'il a pris Trump à 100 000 €, non? C'est pas le même traitement? Les anticorps monoclonaux? Trump, l'ancien président des États-Unis. Oui, il a bénéficié d'un anticorps, mais c'est pas celui qu'on utilise aujourd'hui parce que au début, on a essayé avec des anticorps tout seul et c'était peu efficace. Et ensuite, il y a des chercheurs qui ont essayé d'associer deux différents et c'est là où on a réussi à gagner sur le virus. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une bithérapie, une association de deux anticorps différents qui ensemble, si on arrive à les perfuser, parce que c'est donc par une perfusion précocement chez les personnes à risque de forme grave, ça réduit le risque d'évoluer vers une forme grave et de décéder du Covid. Donc ça, c'est des traitements qui viennent d'arriver en Guyane, qui sont disponibles, qui ne sont pas indiqués pour tous les Covid. Par exemple, une personne jeune qui fait un Covid sans risque de forme grave, il n'y a pas d'intérêt à lui faire cette perfusion. Par contre, si on a quelqu'un, par exemple, qui est diabétique, hypertendu, âgé de 60 ans, qui attrape le Covid parce qu'il a eu un contagion, qu'on s'en rend compte précocement, par exemple au 2e jour de la fièvre, et qu'il arrive vite à l'hôpital, lui, il peut bénéficier de cette perfusion et vraiment en avoir un bénéfice. Voilà. Donc c'est ça les traitements qui marchent, c'est les seuls. On aimerait avoir la pilule magique qui résout le problème. Je veux juste vous répondre. Ça n'existe pas. J'ai une question. J'ai une question pour lui parce que il faut que le débat soit interactif. J'ai une question parce que tout le monde pose cette question et j'aimerais bien que vous répondiez à cette question. C'est que tout le monde dit ce vaccin, il est mis au point trop vite. Trop vite que ce vaccin. Et là, je peux vous dire, je vois par exemple sur 100 personnes qui sont contre le vaccin, 80% me disent c'est un vaccin qui est mis au point trop vite. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens-là? Parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à avoir une réponse fiable et qui peut les satisfaire. Alors, est-ce que le vaccin a été produit plus vite qu'à l'accoutumée? Oui. Est-ce que pour autant c'est trop vite? Il faut rentrer dans le détail du sujet en regardant est-ce que les choses ont été faites correctement. Et donc en fait, il y a des prérequis pour développer un vaccin correctement, pour en valider l'efficacité et surtout pour en garantir la sécurité, c'est-à-dire l'absence de risque d'effets indésirables graves. Parce que vous disiez tout à l'heure, on parle en Guyane, on sait qu'il y a des effets secondaires graves et que des personnes sont décédées après avoir été vaccinées. Moi, je suis désolé, c'est une information qui est fausse. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur le vaccin en tant que chercheur en Guyane. Je recense les situations d'effets indésirables suite aux vaccinations. Et d'ailleurs, le centre de vaccination L'Ancre à Cayenne, quand ils ont des effets secondaires inattendus, ils m'adressent les patients parce qu'ils savent que je travaille sur le sujet. Donc, j'ai vu beaucoup de patients
à Cayenne qui ont eu des effets indésirables sur lesquels je me suis penché. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui soit décédé de la vaccination. Et après, il faut différencier le débat de le vaccin qui tue et la personne vaccinée qui aurait attrapé le Covid et qui serait morte du Covid. Ça, c'est un autre débat. Et donc, est-ce qu'il y a eu des personnes vaccinées qui ont attrapé le Covid et qui sont décédées du Covid? Oui, il y en a eu 3 en Guyane. Et dans les 3 cas, c'était pas le vaccin qui les a tués, déjà, c'était le Covid. Et pourquoi ils ont attrapé le Covid malgré la vaccination? Exactement. Et bien, en fait, c'était des personnes qui, malheureusement, avaient des facteurs de risque de non-réponse au vaccin. Il y a une de ces personnes, c'était une personne qui prenait des traitements étant donné un antécédent de greffe d'organes. Et donc, avait des traitements qui, justement, annihilaient l'efficacité de son système immunitaire pour qu'il ne rejette pas son organe greffé. Et du coup, ça empêche le système immunitaire de développer les anticorps suite à la vaccination. Et il y a une autre personne qui était une personne très âgée, qui était déjà en fin de vie, et qui en fait est très morte bien. de Je pense qu'il faut équilibrer le débat. Bien sûr, j'allais vous donner la parole. Je n'allais même pas vous poser la question. Je vous laisse répliquer et répondre. Alors moi, je voulais dire 2 choses. Donc, je veux dire 2 choses sur le premier point. Il y a des médecins en Guyane, et vous le savez, M. Vignier, qui prescrivent l'ivermectine et l'azithromycine. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler tranquillement. Donc, vous avez des médecins qui le font, vous avez des infirmiers qui suivent ça, vous avez des kinés, etc. Il y a toute une équipe de personnes qui font ça, et ils le font en toute responsabilité. Ce sont des personnes comme vous, qui ont fait des études comme vous. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il n'y a pas que des médecins en Guyane. Il y a des médecins partout dans le monde qui utilisent des traitements. Donc, il y a un débat dans votre milieu médical et vous ne pouvez pas, parce que ce débat-là, il est devenu public, et notamment en France, des médecins qui, tous les jours sur les plateaux télé, qui s'opposaient les uns contre les autres. Ça, c'est une première vérité, oui ou non. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, vous avez vos éléments statistiques. Ces médecins donnent leurs éléments statistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vous croit pas et on ne sait pas vous croire. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, les exemples de personnes qui ont suivi ces traitements et qui ne sont pas décédées du Covid, n'ont pas eu de séquelles du Covid. Ces personnes-là, vous allez donner vos explications médicales. Les médecins qui les traitent donnent leurs explications médicales. Pour autant, ces personnes sont soignées. Parce que ce qu'on ne dit pas dans ce débat, il y a combien de personnes qui ont eu le Covid, et même parfois graves, et qui sont sorties sans vaccination? C'est ça la réalité aussi. C'est-à-dire qu'on parle des personnes décédées uniquement, et on ne donne les chiffres que des personnes. On dit voilà, 35 personnes, mais les 35 personnes, elles étaient non vaccinées. On ne parle pas des personnes qui étaient vaccinées, qui ont eu le Covid et qui sont décédées. Il n'y en a pas que 3. Il n'y en a pas que 3. Non. Vous parlez en Guyane. Je parle de la Guyane. Il n'y en a pas que 3, mais on va revenir là-dessus dans les semaines. On reviendra là-dessus. Vous aurez tous les témoignages, monsieur. Et ça va, parce qu'aujourd'hui, les gens parlent. On a fait peur aux gens, mais les gens s'expriment de plus en plus. Et vous aurez un effet boomerang qui va faire très mal. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose que je voulais dire. Quand même, aujourd'hui, vous venez de le dire vous-même, ces personnes-là, on connaît les personnes vulnérables. Vous les connaissez. Oui. Vous avez les caractéristiques des personnes vulnérables. Elles représentent quel pourcentage de la population? C'est une question ou bien? Non, ce que je veux dire, c'est que... Non, moi, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui sont extrêmement vulnérables, obèses, diabétiques... Qui ont des facteurs de risque. Ces personnes-là, on saurait les identifier très facilement. Bien sûr. Parce que je pense quand même que les institutions, avec la sécurité sociale, les médecins traitants, on est en capacité sur une population de 300 000 habitants de déterminer. C'est extrêmement infime. Troisième chose que je voulais dire. Troisième chose que je voulais dire. Non, laissez-moi terminer. Vous avez parlé longuement. Moi, je ne veux pas rentrer sur un débat technique avec un médecin. Je ne suis pas médecin. Mais ce que je veux dire, par contre, sinon, il aurait dû inviter 2 médecins. Un médecin pour et un médecin contre. Et là, vous auriez vu que ça se serait passé différemment. Parce que vous auriez sorti... Vous avez sorti vos arguments médicaux, et le médecin en face de vous aurait sorti ses arguments médicaux, et on aurait eu les mêmes, les mêmes débats qu'on a eu à la télé. Je ne sors pas des arguments, je ne suis pas en train d'argumenter. On aurait eu les mêmes débats. Je veux simplement vous dire que les faits scientifiques... À ma connaissance, je n'ai pas trouvé un médecin qui est en Guyane et qui assume qu'il est contre le vaccin. Voilà. Mais le débat, c'est pas une histoire de contre le vaccin, M. Ben Salah. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui,
Non, c'est vous qui voulez réduire Non, vous voulez réduire le débat à... Moi, je vous dis que la caravane de la liberté, c'est non à l'obligation vaccinale. Donner aux médecins traitants, donner aux patients, donner à tout le monde la possibilité de faire leur choix. Parce que ce choix-là, il existe. Or, la façon dont les problèmes ont été abordés, y compris quand un président de la République annonce très clairement « Je n'appliquerai jamais l'obligation vaccinale ». Il a dit oui ou non? Il a dit oui ou non? Mais lui, il n'est pas dans un temps politique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la parole publique, elle compte sur une question comme ça. Mais Monsieur Castor, vous avez dit une chose, vous n'avez pas terminé votre réflexion. Vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des facteurs de risque. Vous n'avez pas terminé votre phrase. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là, elles sont ciblées. Après, on a compris. Mais ça veut dire qu'on traite ces personnes-là. On les oblige, selon vous. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on les traite avec tous les moyens qui existent aujourd'hui au niveau médical. Et dans ces moyens-là, Monsieur Bensalah, laissez-moi terminer. Dans ces moyens-là, il n'y a pas, il ne faut pas dire qu'il n'y a que la vaccination. Ça ne marchera jamais. Deuxièmement, la grande majorité de la population qui n'est pas vulnérable et qui représente plus de 99% de la population, quel intérêt, non, plus de 99%, quel intérêt il y a à obliger ces personnes à se faire vacciner? Parce qu'on y arrive à cette vaccination obligatoire petit à petit. Quand vous dites aux gens, c'est soit ça, sur le pass sanitaire, soit vous faites un test PCR tous les 72 heures, enfin, je crois un truc comme ça, oui. toutes les 72 heures, et qu'à l'arrivée, on vous dise, les personnes vaccinées pourront continuer à faire le test PCR parce qu'ils n'en seront pas. C'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne devra pas faire de test PCR, mais les personnes vaccinées vont garder la gratuité du test PCR, mais que les personnes non vaccinées devront payer le test PCR. En fait, vous nous obligez à nous faire vacciner. Non, bien sûr. Non, moi, je ne vais pas payer 60 € toutes les 72 heures si je veux faire quelque chose. Maintenant, ce qui se passe actuellement, Monsieur Castor, c'est pas contre vous. Donc, moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que toutes les politiques publiques qui sont mises en place, ce sont des politiques publiques qui veulent obliger aujourd'hui le personnel soignant, le personnel qui travaille dans des établissements recevant du public, cinéma, enfin, etc., et bientôt tout le monde, on en est à mettre des vaccinodromes dans des écoles pour faire vacciner des gamins qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. La caravane de la liberté, on s'oppose. C'est une caravane de la liberté, on dit laisser le choix aux personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction à se faire vacciner. Il n'y a pas d'interdiction à se faire vacciner. La personne qui veut se faire vacciner, ma question. Il n'y a pas d'interdiction. Par contre, on vous oblige à vous faire vacciner. Non, mais j'ai une question sur ce point-là. Vous dites qu'il n'y a pas d'interdiction. Il y a de l'intimidation quand même de certains. Docteur Vignier, je vais essayer de poser la question à M. Castor. Donc, je vais vous dire une chose, c'est que la caravane de liberté, moi, je veux bien que les gens ils auront le choix. Parce que, c'est-à-dire, c'est chacun responsable malgré c'est un problème de santé publique et tout. Mais moi, je vois, il y a des cas, vous ne pouvez pas les nommer, M. Castor, il y a des gens qui étaient intimidés. Il y a un médecin parce qu'on est en Guyane, je vais vous donner des cas. Il y a un médecin de la Croix-Rouge qui était intimidé, qui était menacé. Et ça, c'est des cas véridiques, parce que c'est-à-dire, j'ai eu la personne directement, c'est-à-dire, j'ai pas entendu parler au niveau de la radio quelque chose. Il y a un médecin à Kourou qui était tabassé. Il y a un vaccinodrome à Saint-Laurent. Un médecin à Kourou qui était tabassé. Oui, maintenant, l'affaire, elle est devant la justice. On va pas intervenir, on laisse la justice faire son travail. Et il y a une personne qui est à Saint-Laurent qui est venue menacer les gens avec un sabre au niveau de vaccinodrome. Vous savez qui c'est? Non, je sais pas. Si, vous le savez, parce qu'il y a eu l'enquête. Non, mais moi, j'ai entendu cette... Oui, mais je connais pas la personne. C'est quelqu'un qui a un problème mental, mais ça a été dit, ça a été reconnu, donc il ne faut pas mélanger les choses. Oui, mais... Non. Mais moi, on contre... Mais je n'accepterai pas dans ce débat, M. Bensalah, non, je n'accepterai pas dans ce débat. Je n'accepterai pas dans ce débat. C'est des faits. Non, je n'accepterai pas dans ce débat que l'on prenne. Parce qu'il y a... Vous avez le droit de répondre. Non, ce que je veux vous dire, M. Bensalah, c'est que je vous écoute. Dans tout rapport de force, parce que c'est un rapport de force qui nous est imposé. C'est un rapport de force qui nous est imposé. Moi, je ne pense pas que des gens aient élu ni M. Macron, ni sa majorité, pour imposer, pour sortir du droit commun, sortir du socle constitutionnel français, avec tous les principes fondamentaux des droits de l'homme. Je ne pense pas qu'il ait eu ce mandat-là. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et moi,
dans la caravane de la liberté avec les autres collègues, c'est sur cette question-là, sur cette posture-là, sur ce postulat-là que l'on se bat. Parce qu'on trouve que c'est inacceptable. C'est un basculement dans le choix de vie, dans le choix de société. Dans les libertés essentielles, vous voulez dire. Dans les libertés essentielles. Et voilà. c'est ça le vrai problème. Et à partir du moment où, et vous avez commencé à aborder ce problème-là, M. Ben Salah, oui. C'est-à-dire que vous avez un désert médical ici. C'est l'Antarctique médical. Vous avez pas le désert. Donc, voilà. Il nous manque des médecins généralistes, on est tout à fait d'accord. Oui. Chez les paramédicaux, etc. Oui. De Paris, vous vous rendez compte tous les jours que depuis près de... Ça a commencé en janvier, je crois, hein, le débat sur la vaccination. Oui. Vous ne voyez que ça ne marche pas. Vous voyez que c'est un échec. Vous décidez que le personnel soignant devra forcément, obligatoirement, être vacciné. Ça ne marche pas. Et vous continuez. Vous voyez des personnes, des soignants, médecins, infirmiers, etc., qui démissionnent, quelle que soit la proportion. Kinés, des pompiers, des ambulanciers, enfin, etc. Vous voyez des jeunes infirmiers, qui rentrent à l'école d'infirmières, oui. Des étudiants à l'IFSI, oui. qui sortent du cursus, alors que parfois ils ont réussi au concours, oui. parce qu'on leur dit vous devez être vacciné. Mais, je ne sais pas, mais les personnes qui dirigent et qui ont la responsabilité de la politique sanitaire dans le pays, comment elles peuvent continuer à tenir cette position-là? Et deuxièmement, oui. Comment on peut, un ministre qui vient en Guyane pendant 4 jours, nous dire, oui, mais bon, ne vous inquiétez pas, M. Véron a appelé Mme Debord et il lui a dit de trouver et de mener donc la politique vaccinale obligatoire pour le personnel soignant de façon proportionnée, avec discernement. Mais nous ne sommes pas des enfants en Guyane. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne, la République française. Si vous prenez une décision, s'il y a une dérogation à une législation, oui. Vous l'écrivez, soit sous forme de décret dérogatoire, soit sous forme d'arrêté, hein, qui est donc que ce soit bien cadré dans le... Que ce soit cadré. Dans le mais vous ne texte de pouvez loi. pas laisser dans l'incertitude et que finalement, ce qu'on voit, ce qui se passe sur le terrain, c'est que les personnes reçoivent des courriers. Donc, au final, on sait qu'on est dans un désert médical et paramédical, on prend des décisions qui désertifient encore plus donc, le système de santé qui est déjà complètement bancal en Guyane, et on s'en satisfait. Ah. Moi, je ne peux que dénoncer. Pour moi, c'est un scandale. Ça, on a compris. J'ai une question pour vous, parce que pour équilibrer le... Il y a certaines personnes qui vont vous dire, vont répondre, Monsieur Castor, vous dites ce que vous dites sur le plan, c'est-à-dire réglementaire et institutionnel. Peut-être vous avez raison, mais l'État et la CTG, ils ont fait un conseil citoyen. Et les citoyens, ils ont le droit, ils ont la possibilité de s'exprimer. Il y a un conseil citoyen maintenant qui représente, j'allais dire, plusieurs, c'est-à-dire parties de la société civile, et que eux, ils peuvent, c'est-à-dire ils ont maintenant les moyens, c'est-à-dire ils participent aux réunions et tout. Et donc finalement, le citoyen, d'une façon ou d'une autre, il est impliqué à la prise de décision d'une façon locale. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Vous êtes sérieux là, M. Ben Salah? Je vous pose la question, bien sûr, mais vous avez le droit de répondre. Quand on arrive à ce genre de situation, vous savez, dans le système français, on vous dit, quand vous voulez noyer un sujet, vous créez une commission. Mais c'est le président de la CTG qui a... Peu importe, peu importe. Moi, je vous dis, vous noyez le sujet. C'est un principe qui est vieux comme les institutions elles-mêmes. Voilà, vous ne voulez pas régler un problème. Aujourd'hui, moi, ce que je vous dis, c'est que M. Véran, en tant que ministre de la Santé, il aurait pu très bien, pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, dire tout simplement, il a été un peu plus précis pour les Antilles, en disant que, il y a une 4e vague, on verra après. Et même quand on l'a interrogé en lui disant, mais après c'est quoi? Il a dit, je ne suis pas devin, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se terminer. C'est sans perspective. Donc justement, il y a on va vous donner la parole. Ce que je veux dire, c'est qu'on a envie d'avoir une 5e, une 6e, on continue à... la Guyane fermée. Qu'est-ce qu'il vient de dire, M. Attal? Qu'est-ce qu'il vient de dire, M. Attal? Qu'est-ce qu'il vient de dire aujourd'hui, M. Attal, le porte-parole du gouvernement? Le vrai débat, il est là. Non, mais il propose quoi, M. Attal? Il propose déjà la 3e dose, c'est ça? Oui, la 3e dose, elle est déjà effective. La 3e dose pour les personnes âgées et pour les soignants. Monsieur Attal a pris la parole aujourd'hui pour annoncer
que les décisions porte-parole du concernant la gouvernement. troisième dose, à partir de 18 ans... Vous parlez de porte-parole de la gouvernement. Vous l'avez Bien la sûr, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais c'est pas M. Attal qui réfléchit sur la troisième dose, c'est des experts en santé publique. Peu importe, peu au départ, on ne nous a jamais dit qu'il y aurait une troisième dose et il y en aura une quatrième. Dans certains pays, on parle de quatrième dose. Il ne faut pas tout politiser. Excusez-moi. Parce qu'en fait, il y a des choses qui reposent sur une réflexion scientifique. Docteur Vignier, je vais vous donner la parole après, je laisse terminer. J'ai terminé. Voilà. Monsieur Attal, il n'a jamais décidé de qui on vaccinait et comment on faisait les recommandations. Docteur Vignier, avant de Tout répondre... n'est pas politique. Avant de répondre à M. Castor, moi j'ai quelques questions. C'est que finalement, c'est-à-dire tout ça pour ça, quoi. C'est-à-dire on a fait l'obligation de vaccination pour le personnel de santé. Je peux comprendre la philosophie pour protéger les malades, pour que les combattants qui sont le premier front qui soient vaccinés, pour qu'on garde plus de personnel qui tombent pas malades et qu'on a toujours. Mais finalement, maintenant, c'est-à-dire l'obligation, il y avait une date fatidique, je pense, début septembre, un lundi. Finalement, rien ne s'est passé, quoi. C'est comme... c'est-à-dire, voilà, ceux qui ne sont pas vaccinés, ils ne sont pas vaccinés. Ceux qui sont... Par contre, on a lésé les gens qui sont vaccinés. Il n'y a pas rien qui s'est passé, parce que quand on avait fait le point sur la vaccination, moi, j'ai fait une étude auprès des soignants, justement, sur la vaccination. Où ça, à l'hôpital Cayenne? Non, sur toute la Guyane. Toute la Guyane, oui. Donc, les libéraux, l'hôpital Cayenne, Kourou-Saint-Laurent, les centres délocalisés de prévention et de soins, au mois de mars, avec une collègue du centre d'investigation clinique. Et le taux de vaccination qui est celui des soignants aujourd'hui est bien meilleur qu'il était en mars. Et donc... C'est-à-dire parce que c'est-à-dire que vous citiez les chiffres tout à l'heure d'ailleurs, mais avec une petite erreur dans ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, il y a 25% des soignants qui sont vaccinés. C'est pas vrai, et c'est pas ce que le député Adam a dit exactement, parce qu'en fait, il citait les chiffres par corps professionnel. Et ce qu'il a dit, et qui est correct, c'est qu'il y a 95% des médecins qui sont vaccinés en Guyane, donc la grande majorité. Il y a 50% des infirmiers qui sont vaccinés, donc à peu près la moitié, mais seulement 25% des ASH. Les ASH, c'est tous les agents qui jouent un rôle essentiel à l'hôpital, notamment en termes d'entretien, pour les repas, etc., etc. Donc c'est sûr que si on n'a pas d'ASH, c'est un problème. Mais il ne faut pas dire que c'est 25% des soignants qui sont vaccinés en Guyane, parce que c'est pas vrai, ça dépend des corps professionnels. Et après, vous dites... Les gens qui... Mais c'est faux ce que vous venez de dire, hein. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. Non, mais je vous invite à réécouter ce qu'il a dit. Parce qu'il a parlé de tous les corps. Je n'ai pas besoin de réécouter. Vous devriez. Je connais les chiffres. Parce que vous devriez, parce qu'il a conclu que... Je vous ai écouté, je vous ai pas écouté. Il a conclu que, in fine, ce sont des pourcentages par catégorie, mais sur l'ensemble du personnel soignant, ça représente 25%. Monsieur Castor, vous aurez le temps de répondre. Parce que là, on parle en valeur absolue, et ensuite vous faites votre pourcentage général. J'ai fait un peu de maths, pour que nos auditeurs, auditrices, c'est-à-dire écoutent chaque opinion. Il y a des brancardiers, il y a le cuisinier, il y a plein de personnes dans les hôpitaux. Il y a des fonctions. Je sais quand même, j'ai été administrateur de l'hôpital de Cayenne. Maintenant, moi, pour qu'on garde, c'est-à-dire que nos auditeurs, auditrices écoutent chaque opinion, vous aurez le droit. Voilà. On aimerait bien que personne... Vous prenez des notes, et après, vous aurez le droit d'intervenir. Il n'y a pas de souci. Docteur Vignier, c'est à vous la parole. Alors, je vous ai dit, finalement, cette obligation, c'est-à-dire on a créé une scission chez le personnel soignant maintenant, et j'imagine mal maintenant comment les gens qui sont non vaccinés, peut-être demain ils vont retourner travailler, vaccinés, ou bien le texte de loi va changer quelque chose, comment ils vont travailler avec leurs collègues qui sont... Parce que ça a créé... Maintenant, c'est tendu. C'est-à-dire, voilà, comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il a un bénéfice? Vous étiez en train de dire, depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, le pourcentage de vaccination a augmenté. Je vous laisse terminer. Oui, moi, j'ai pas de réponse à cette question, et je suis pas à l'origine de l'obligation vaccinale. D'accord. Je suis d'ailleurs pas sûr que si j'avais été aux manettes, c'est la décision que j'aurais prise. Moi, je suis un professionnel de la santé, de la santé publique, et ce que je vous dis, c'est que la vaccination, c'est le seul réel outil dont on dispose pour sortir de la crise. Et justement, quand vous disiez « et après, on fait quoi ?» Mais après, on fait quoi? Mais regardons où on est aujourd'hui. On a une 4e vague avec un variant plus grave, plus contagieux, plus mortel, plus transmissible, qui n'en finit pas, alors qu'on n'était même pas sorti de la 3e vague avec le variant gamma, qu'on est déjà dans la 4e vague. Et c'est quoi demain?
personne ne peut prédire parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec moins de 30% de la population guyanaise vaccinée, c'est qu'on aura des 5e et des 6e vagues. Ça, c'est certain. Et donc, c'est synonyme de quoi, des 5e et des 6e vagues? C'est synonyme de couvre-feu, de confinement, de fermeture des écoles, de fermeture de ce qui fait notre activité économique. Et donc, c'est la vie qui ne reprend pas. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder en face. Donc, on peut avoir le débat sur l'obligation vaccinale, mais pour moi, c'est pas le seul débat. Oui. Il faut aussi qu'on parle sérieusement aux gens de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est gravissime. C'est une pandémie mondiale depuis 1 an et demi. Et est-ce qu'on est en train d'en sortir? Pas du tout. On a une situation qui est encore plus grave qu'avant. Alors que la grosse différence par rapport à 6 mois en arrière, c'est qu'on a un outil. Donc après, les gens ne veulent pas. C'est leur liberté, c'est leur choix. Très bien. Mais moi, en tant que médecin, je ne peux pas leur mentir et je ne peux pas accepter qu'on véhicule des mensonges. Voilà. Parce que la vérité, c'est que l'épidémie et la pandémie, ça va continuer parce que justement, le virus peut circuler comme il veut en Guyane, parce que les gens n'ont pas une immunité collective qui fait qu'on fait barrière au virus. Et tant que le virus continuera à circuler, il y aura encore des cas graves, il y aura encore des morts en Guyane, et il y aura justement un système de santé qui, en effet, n'est pas suffisamment solide, qui sera en souffrance. Parce que nous, on assume aussi la conséquence de la situation de la couverture vaccinale à l'hôpital. Hein. C'est-à-dire qu'on travaille plus, on a plus de gardes, on a plus de patients à en arriver à un stade où on ne sait même plus où les mettre. Parce que quand on a des vagues, comme actuellement, ça fait trop de patients par rapport au nombre de lits de l'hôpital. Donc les gens, ils arrivent aux urgences et on ne peut pas les prendre en charge correctement. Et donc, il faut mettre ça dans le débat. C'est pas que l'obligation ma liberté. C'est est-ce qu'on assume le fait que nos aînés, nos personnes ayant une fragilité médicale, voire même avec le variant Delta, des personnes avec moins de comorbidité parce qu'il est plus grave, est-ce qu'on assume le fait qu'on continue à avoir des morts, on continue à avoir des cas graves? Et ben moi, je ne veux pas assumer ça. Et donc, je dis la vérité aux gens. Après, la solution, construisons-la ensemble, mais ça peut pas être juste la liberté et on laisse les gens mourir parce que moi, j'ai déjà fait le Covid, je suis jeune et je m'en moque. Ben non, je suis pas d'accord. Mais docteur Vignier, j'ai une question, parce que vous dites qu'une fois qu'on est vacciné, si on n'est pas vacciné, il y aura d'autres vagues, 5e, 6e vague. Mais j'ai un contre-exemple. Il y a des pays qui sont vaccinés et qui ont des vagues. Israël, la Grande-Bretagne. Comment vous expliquez cette situation? Non, c'est moi qui vais répondre, parce que c'est la question que j'allais... Non, mais après, vous aurez la parole. Mais j'aimerais bien qu'il m'explique. Parce qu'il ne faut pas dire de mensonges non plus. Les choses, c'est pour ça que ça... Je ne dis pas de mensonges, je ne suis pas un menteur. Mais c'est pour ça que votre discours... Non, mais vous me dites... Non, mais vous dites que c'est vous qui avez dit... Non, c'est vous qui avez dit tout à l'heure, en parlant, qu'il ne faut pas dire des mensonges. Moi, je vous dis, il ne faut pas dire des mensonges. Les gens écoutent, les gens savent qu'en Israël, il y a 80%... Non, ce que je veux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas faire croire aux gens que quand on est vacciné dans un pays à 80%, qu'il n'y aura plus de vagues. Ce n'est pas vrai, les gens le savent que ce n'est pas vrai. Monsieur Castor, c'est ça votre problème. C'est que votre discours, vous pouvez défendre vos avis quand vous voulez, il n'y a pas de problème, vous êtes libre de défendre. Ici, mais on ne va pas donner c'est-à-dire traiter l'autre de menteur. Mais il faut lui dire à M. Vignier. Non. Il faut lui dire à M. Vignier. Quand il pose mon exemple, une caricature, il me traite de menteur. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de dire menteur ou mensonge. C'est ce qu'il a dit. Non, il n'a pas dit. Si. J'étais là. Si. À ma connaissance. Nous sommes des personnes intelligentes sur le plateau. Non, mais ce que je voulais dire, moi, je vous dis une chose. J'ai posé une question. Vous êtes d'accord avec moi? On le laisse au moins le temps de répondre. Moi, ma question, sans juger, c'est-à-dire, on n'est pas là de traiter l'un ou l'autre menteur. Parce que pour garder une discussion et un respect mutuel. Il n'y a pas de souci. Le respect, il est dans les deux sens. Si on arrive, bien sûr. Merci. Si on arrive à personnifier la discussion, ça ne va pas amener à grand-chose. C'est-à-dire, ici, moi, personnellement, je vous ai invités tous les deux ici. Moi, j'ai pas la vérité absolue. J'ai pas la vérité absolue. Je discute, je vois. Docteur Vignier, elle m'a dit que si on n'est pas vacciné, on aura 5e, 6e vague. Je lui ai dit, il y a d'autres pays, ils ont des vagues. J'attends sa réponse. Je vais répondre et je ne suis pas là en train de traiter les gens de menteurs. Mon combat, c'est l'information juste. Donc je corrige les fausses informations. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas de traiter les gens de menteurs et de juger. Et d'ailleurs, je ne vous juge pas. Très bien. Tout
tout comme je ne juge, enfin, et même j'irai même plus loin, je peux même aller jusqu'à dire que je pense pouvoir comprendre que vous et une grande partie de la population guyanaise aient des questionnements et soient réticents à la vaccination au vu et su de ce qu'ils entendent. Donc je ne suis pas là pour juger, ni pour vous traiter de menteur, et je n'ai pas d'animosité ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis des personnes qui ne sont pas vaccinées. Par contre, en tant que scientifique, je ne peux pas ne pas redresser des fausses informations. Donc mon combat, c'est la vérité sur l'information scientifique. C'est tout. C'est pas un débat personnifié. Donc j'ai pas de problème. Très bien. Avec Ma question. vous, et je suis très content de débattre avec vous. C'est juste que quand il y a certaines informations qui circulent beaucoup, et je le sais, et aujourd'hui j'ai la parole et je suis entendu, qui ne reposent pas sur des faits scientifiques, je me dois, en tant que scientifique, de les corriger et d'apporter une information juste. Après, on peut ne pas délivrer la même information, et chacun fera son choix. Chacun va défendre ses opinions. Et ira s'informer plus avant sur d'autres sources. Okay. Docteur et donc, pour revenir sur les vagues, 5e, 6e vague. Est-ce que la vaccination permettrait complètement de mettre fin aux vagues? Et vous prenez l'exemple d'Israël. Donc, en effet, en Israël, ils ont vacciné 60% de la population. D'accord. Et malgré ça, il y a actuellement une nouvelle vague. Sauf que si on dit ça, en fait, on simplifie l'information. C'est pour ça que je vous donne la parole. Ce qui permet pas de comprendre exactement ce qui se passe. Donc déjà, en Israël, il n'y a pas eu 100% des gens vaccinés, il y a eu 60%. On sait que si on veut faire une immunité collective avec barrière au virus, c'est comme pour la rougeole, il faut des couvertures vaccinales très élevées, de l'ordre de 90%. Donc Israël n'a pas atteint ce taux-là, déjà de 1. Donc on savait que ça continuerait à circuler, même si on savait que ça serait moins grave, parce que les personnes vaccinées, soit ne l'attraperaient pas, ou si malheureusement ils l'attrapaient, ils feraient des formes moins graves. Et ça, par contre, les données d'Israël prouvent ça très clairement. C'est-à-dire que quand on regarde les courbes chez les personnes vaccinées et qu'on les compare aux courbes chez les personnes non vaccinées, la vague est beaucoup plus forte chez les personnes non vaccinées, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de cas chez les personnes vaccinées en incidence, en pourcentage, si vous voulez, et il y a plus de cas graves chez les personnes non vaccinées. D'accord ? Donc, du coup, c'est l'inverse, c'est que Israël prouve l'intérêt de la vaccination, même si c'est pas une solution radicale définitive à ce niveau. Et la deuxième réponse que je souhaite apporter sur le point d'Israël, c'est que s'il y a une troisième vague qui est significative, c'est non seulement parce qu'il n'y avait pas un pourcentage suffisamment élevé dans la population, mais c'est aussi parce que ce à quoi fait face Israël, c'est la même chose que ce à quoi fait face la Guyane. C'est un variant qui a émergé, qui s'appelle le variant Delta, et qui est plus transmissible, plus contagieux. D'accord ? Et donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on a le variant Delta? Parce que certains délivrent des fausses informations en disant c'est parce que la vaccination, etc. C'est pas vrai. En fait, comment émergent les variants? Les variants, c'est quand le virus se multiplie chez l'humain, il fait des photocopies des milliards de fois. Et parfois, ces photocopies ne sont pas parfaitement copiées-collées. Et parfois, il y a des mutations, des erreurs qui font que ça peut donner des virus handicapés qui meurent, ou à l'inverse, des virus qui, par le fait du hasard, ou de la malchance plutôt, sont beaucoup plus forts. Et donc, en fait, ce qui augmente le risque d'avoir des nouveaux variants, c'est le nombre de personnes qui font le Covid. Donc, c'est-à-dire que plus on a de gens qui font le Covid, plus on a de risque de voir émerger des nouveaux variants. Et quel est l'outil pour avoir moins de gens qui font le Covid? C'est la vaccination. Donc, en fait, la vaccination est la meilleure arme qu'on ait aujourd'hui pour limiter le risque d'avoir des nouveaux variants. Et tant qu'on laissera le virus continuer à circuler avec des couvertures vaccinales faibles, comme en Guyane, on continue à courir le risque de voir émerger de nouveaux variants qui vont nous exposer à de nouvelles vagues malgré des vaccins qui étaient adaptés aux anciens variants. Donc c'est des débats un peu compliqués, peut-être que mon propos est un peu scientifique et pas très clair pour tout le monde, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on n'a pas 90% des gens vaccinés avec un vaccin efficace et l'émergence de nouveaux variants, on sera exposé encore à des cas, mais à un niveau qui sera moins grave que sera celui auquel on fera face si on n'est pas vacciné. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Martinique et Guadeloupe, la vague de Delta, elle a été gravissime. C'est-à-dire qu'il y a eu un nombre de cas extrêmement élevé et un nombre de morts extrêmement élevé. Et si la couverture vaccinale avait été plus élevée,
ce qui était le cas en métropole qui a fait face au même variant, il y aurait eu moins de morts. C'est ça la vérité. Et donc, c'est malheureux parce que des personnes, malheureusement, sont décédées. Et parmi les autres cas graves qui ne sont pas décédés, certaines conservent des séquelles. Et ça, on aurait pu le prévenir. Et donc, moi, en tant que médecin, je ne peux pas me taire et je ne peux pas ne pas partager cette information que je comprends à la lecture des chiffres et des connaissances dont on dispose aujourd'hui. Très bien. Monsieur Castor, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit que les professionnels de santé, on ne doit pas les obliger à être vaccinés. Voilà. Jusque-là, je vous suis, il n'y a pas de problème. Mais moi, je travaille à l'hôpital et voilà. Si on suit cette logique, ben, ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce qu'avant la Covid, jusqu'à maintenant, la vaccination contre l'hépatite B, elle est obligatoire. Si vous n'êtes pas vacciné contre l'hépatite B, vous ne pouvez pas travailler à l'hôpital. Voilà, vous ne pouvez pas travailler. Et même, il y a des cas, je peux aller très loin, il y a des cas de professionnels de santé qui étaient vaccinés contre l'hépatite B. Et vous savez, la polémique à l'époque sur la sclérose en plaques et tout. Ils étaient vaccinés, ils n'avaient pas développé l'immunité, les anticorps. Ils étaient obligés d'être révaccinés. Et tous les 5 ans, je pense pour l'hépatite B, c'est tous les 5 ans, on le rappelle. Je ne me rappelle plus de 5 ans ou 10 ans. On a fait ça pendant un temps, mais c'est plus ce qu'on fait. Voilà, mais c'était obligatoire. Donc maintenant, pourquoi la vaccination contre l'hépatite B, ça, il n'y a pas de problème, on l'accepte. Et pour la Covid, on n'accepte pas. C'est pour ça que la façon d'aborder... Vous avez votre plan, M. Ben Salah, avec vos questions. Non, mais je vous pose des questions. Ça c'est une question. Est-ce que je peux terminer? Bien sûr, mais c'est une question qui... Oui, mais le problème, c'est que vous séquencez, vous cloisonnez les débats. Vous l'avez dit tout à l'heure vous-même. Comment on peut demander à des personnes qui sont des soignants à les obliger à se faire vacciner, alors que ces personnes-là, qui sont proches de la question médicale elle-même, se posent des questions sur le vaccin lui-même. Sur le vaccin, l'efficacité, dangerosité. Sur le vaccin lui-même, un vaccin qui est nouveau, des protocoles qui ne sont pas donc complètement terminés, et y compris le fait que personne n'est responsable. Personne n'est responsable. Aujourd'hui, si je me fais vacciner, si j'ai un souci, je me retourne contre qui? Moi, j'ai entendu que c'est l'État qui prend cette responsabilité. Non, c'est complètement faux. Si, c'est vrai. C'est complètement faux. Expliquez-nous. Donc, c'est complètement faux. Aujourd'hui, personne n'est responsable. Ça veut dire que vous vous faites vacciner, vous avez un souci, vous pouvez vous retourner contre personne. Donc, il y a plein de plaintes qui ont lieu. Moi, je ne veux pas rentrer dans Ici en Guyane? Mais il y a des plaintes partout. Non, mais je demande. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des plaintes partout. Ce débat, on ne peut pas dire que c'est une pandémie. Des plaintes contre des effets secondaires. On ne peut pas considérer que c'est un débat que c'est une pandémie qui est mondiale. Vous avez vu que vous-même... Laissez-moi terminer. Vous avez vu que vous-même, vous posez la question à M. Vignier. Vous posez la problématique de la vaccination qui a atteint des taux très élevés dans plusieurs pays. Et M. Vignier s'arrête à Israël. Il dit c'est 60%. Moi, j'ai entendu 80%. On ne va pas débattre sur les chiffres. Mais il n'y a pas qu'Israël. Il y a effectivement l'Angleterre, il y a les Seychelles, il y a Malte, il y a l'Islande, enfin, etc. Il ne faut pas réduire à un pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui ont fait ce choix de la vaccination enfin, on va dire, intense, pour avoir un gros volume de personnes vaccinées, et qui aujourd'hui, reconnaissent que finalement, les personnes vaccinées continuent à contaminer. Parfois même, justement, le fait qu'elles soient vaccinées, elles sont moins attelées, elles sont moins précises, moins au niveau des gestes barrières, etc. Parce que voilà, et que donc au final, elles participent, et ça c'est reconnu aussi, donc à la propagation du virus. Qu'au final, on dit à ces personnes, mais vous savez, après 6 mois, il faudra prendre une autre dose. Qu'au final, on disait à ces personnes, il faudra continuer à porter le masque. Qu'au final, dans certains pays, le pass sanitaire, on le fait sauter parce que finalement, ça marche pas trop bien. Par exemple, non, mais en Israël, par exemple. Au final, laissez-moi terminer. Quelle solution vous proposez? Laissez-moi terminer parce que vous avez commencé votre propos, M. Vignier. Vous avez commencé votre propos sur la Guyane en disant que parce que les Guyanais ne veulent pas se faire vacciner, ils prennent la responsabilité de rester confinés. La décision du confinement ou du couvre-feu, M. Vignier, c'est une décision politique. Je n'ai pas parlé de responsabilité, j'ai parlé de ce qui nous attend. Non, vous n'avez pas de responsabilité parce que vous sous-entendez
que parce que les Guyanais ne se font pas vacciner, que inévitablement, on va arriver à d'autres vagues. Mais vous avez des pays... Ça, je le sous-entends pas, je l'affirme. Mais je vous dis, que des pays qui ont vacciné à outrance, leur slogan, c'était de dire on vaccine le maximum de personnes et qu'il n'y aura pas d'autres vagues. Il y a eu d'autres vagues malgré tout. Mais est-ce que des vagues aussi dangereuses que la première? De ça. Moi, je vous dis... Parce que lui, il n'a pas nié qu'il y avait des vagues. Non. Il a dit que c'est des vagues de moindre gravité. Oui, mais les vagues, quand vous avez une vague, on en arrive... C'est pour ça que moi, je veux traiter les problèmes globalement. Allez-y. Les vagues, elles arrivent comment? Monsieur Vignier, il parle des Antilles. Oui. Vous croyez que c'était normal que politiquement, alors qu'on savait qu'on était dans une situation très grave, qu'on accepte que des dizaines et des dizaines de milliers de touristes débarquent sans qu'il y ait de contrôle en Martinique, en Guadeloupe, et que c'est suite à cette période-là qu'on a eu donc cette propagation à grande échelle, de façon exponentielle, donc du variant Delta? Vous croyez que c'est normal, toute la situation, que tout ce qu'on a subi, nous, considérés comme des personnes à l'époque où il y avait le variant brésilien, on nous a mis toutes sortes de mesures pour que, soi-disant, le variant brésilien ne soit pas diffusé par les Guyanais, donc en France et aux Antilles. Aux Antilles aussi. En France et aux Antilles. Les Antillais, et qu'au final, des personnes rentrent en Guyane sans qu'il y ait de contrôle effectif. Et vous voulez faire... Moi, c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer que la caravane de la liberté, elle tient compte de tous ces paramètres. Vous savez, personnellement, notre parti, le M2S, au tout début, nous avons porté plainte, nous avons saisi le tribunal administratif contre le préfet et contre l'ARS. On a été déboutés. Je vous invite à regarder le mémoire de défense de l'ARS, notamment, qui disait très clairement, qui s'engageait. Nous, en tant qu'ARS, nous sommes en capacité de mettre 70 lits de réanimation en Guyane. Personnel y compris. Dites-moi à quel moment de cette pandémie on a eu 70 lits de réanimation en Guyane. Ça veut dire que, en fait... les lits de réanimation en Guyane, c'est aussi les soignants en arrêt maladie, du fait du Covid. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est la réalité quotidienne. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ça veut dire que, dès le départ... Moi, je comprends très bien ce que vous dites, mais j'ai une question à vous poser. Dès le départ, on est parti sur un mensonge. Et moi, je vous dis, et moi, je vous rappelle... Non, mais le mensonge... Non, je parle du mensonge de l'ARS. Je parle du mensonge de l'ARS, c'est-à-dire que c'est un document qui est écrit, un mémoire en défense. Ça veut dire que le juge qui a statué, qui a délibéré, il a délibéré sur la base d'un mémoire en défense présenté par l'ARS, où il y avait ses engagements. J'aimerais vous poser une question. Non, mais j'en termine. Moi, je rappelle très clairement la position de la caravane de la liberté. C'est une position qui consiste à dire que quand on a des situations qui sont aussi compliquées, d'accord? Oui. Petite parenthèse, au moment où on en savait le moins sur cette maladie, au moment où on avait énormément de cas, parce qu'on a eu une période en Guyane, on en avait des cas en pagaille. C'était peut-être pas le Delta, mais on en avait en pagaille. Et je rappelle quand même que c'est quand même ce virus-là qui a fait le plus de morts dans le monde. C'est pas le Delta, d'accord? Et in fine, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu nettement moins de morts que depuis qu'on vaccine depuis le mois de janvier, d'accord? Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas faire de comparaison, mais je ne peux pas. Non, j'ai pas compris ce propos. Ce que je veux dire, que les auditeurs comprennent. Vous avez dit qu'on a moins de morts depuis qu'on a commencé à vacciner. Non, je dis. Non, ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'on a eu une période où on en savait moins sur le virus. D'accord. Je parle sur la capacité à traiter, à soigner les gens. Scientifique, voilà. On en savait moins. Ok. Et pendant cette période, on a eu une période qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, même en Guyane, où on avait des cas en pagaille. La première vague. Ok. D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire en pagaille, mais en tout cas, la première vague, elle représentait un nombre de cas moins élevé que la vague à laquelle on fait face aujourd'hui. Donc en pagaille, les chiffres sont là, monsieur. Monsieur Vignier, les chiffres sont là. Moi, ce que je veux expliquer, c'est que la position de la caravane de la liberté, c'est que nous demandons au pouvoir public de tenir compte de la réalité guyanaise. La réalité guyanaise, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des gens qui ont la responsabilité donc, du tissu sanitaire, de l'accès aux soins des personnes, etc., et de prendre des décisions qui désertifient plus notre tissu. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Monsieur Castor. Deuxièmement, laissez-moi terminer. Deuxièmement, sur comment on soigne. Moi, je ne peux pas laisser dire ici que le seul moyen, c'est la vaccination.
Parce que moi, je vous dis qu'il Mais- y a d'autres Il traitements a dit, qui c'est sont pas ce que j'ai contestés. dit, hein. Qui sont contestés. Non, non, le je vaccin, parle. c'est pas pour soigner. Moi, Monsieur je parle- Castor, je parle- Le vaccin, ce qu'il a dit le docteur, le vaccin, c'est pour prévenir. Oui. Et le traitement, Laissez-moi il a parlé terminer. tout à l'heure, Laissez-moi il a parlé terminer. qu'il y a des traitements Oui. pour les malades. Oui, oui, non, mais les traitements dont il parle, ce ne sont pas les traitements que d'autres médecins proposent. Mais qui ici, on est dans un petit territoire. Le traitement. Monsieur Bensala, Oui. Monsieur Bensala, vous savez très bien que ce soit en Guyane, que ce soit en France, que ce soit aux Antilles, il y a des médecins qui proposent l'ivermectine et l'azithromycine. Et pas que, y compris donc des médicaments. Le deuxième point de Caravane des Libertés, le traitement. Donc sur la question du, les soins. moi je dis au niveau de la Caravane de la Liberté, ce que nous Oui. disons, c'est que vous devez laisser les médecins. On n'a pas le droit de contraindre et de sortir un médecin qui a fait le serment d'Hippocrate, comme vous voulez, etc., ne plus pouvoir répondre à une demande de son patient. La première personne qui ressent les choses, c'est le patient. Oui. Je m'adresse à vous, Monsieur Bensala, vous êtes mon médecin. Oui. Vous ne devez pas avoir de contraintes. Or, aujourd'hui... Ça, c'est profondément méconnaître l'exercice de Non, la non, non, médecine, mais, parce que, mais en fait, je termine. prescription des médicaments. Je termine, monsieur. toujours été Monsieur contraint Vignier, dans monsieur Vignier, je l'autorisation termine. sur le Je dis tout simplement, laissez la possibilité Il faut aux gens, conclure pour qu'il oui, mais si on m'interrompt à chaque fois, Voilà. laissez la possibilité aux gens de choisir. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas, au contraire, il n'y a que de la publicité tous les jours, des appels à la vaccination. Mais si les personnes veulent faire autrement, et moi je revendique ici, y compris au nom de la Caravane de la Liberté, C'est-à-dire quoi tout autrement ce qui concerne nos praticiens, D'accord. c'est-à-dire associer toutes les médecines et tous les moyens de combattre ce virus. D'accord. Et sur les politiques publiques, ne pas laisser, parce que s'il y a d'autres variants, laisser cet aéroport ouvert et de permettre à des personnes de rentrer et de rendre la situation plus compliquée qu'elle Mais ne parfois, il l'est. y a des Guyanais qui Voilà. rentrent. Mais bien sûr. Ouais, on Mais va pas les il s'agit- interdire. non, il ne s'agit pas de les empêcher de rentrer. Hein. Voilà. Il s'agit de mettre en place un système de contrôle sérieux pour éviter que ces personnes ne respectent pas donc l'isolement Très qui est bien. nécessaire. Bah, moi, sur ce, j'ai une question. C'est-à-dire il a parlé des médecins traitants. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'aimerais juste dire... On va... Une pause, peut-être une pause médicale une pause musicale. Voilà. La Guyana, un bel pays où moi
Alors, chers auditeurs, auditrices, on revient vers vous. On n'a pas pris beaucoup de pauses musicales parce que le débat, il est vraiment c'est un débat qui est vrai, qui est animé. Chacun défend c'est-à-dire son opinion, ses avis. Voilà, il nous reste 2 minutes avec vous. Voilà, elle me dit Laurent, 1 minute. Voilà, j'active. Docteur Vignier, j'ai une question directe. C'est-à-dire la prise en charge de cette épidémie, pourquoi, comme d'autres, à l'instar d'autres maladies et tout, pourquoi on n'a pas fait confiance aux médecins traitants? Finalement, le médecin traitant, il connaît bien ses malades. C'est-à-dire, il connaît leur pathologie, leurs facteurs de risque. Il a une cartographie de sa patientèle. Au lieu de faire des vaccinodromes, chaque personne va avec son médecin traitant, discute avec lui et voit, c'est-à-dire, il va voir, c'est-à-dire l'alternative ou bien un schéma thérapeutique ou préventif qui convient, mais qui soit, c'est la médecine personnelle, c'est-à-dire qui s'adapte au mieux à ce patient, au lieu de vaccinodrome et tout. Et pourquoi pas, à ce moment-là, c'est que le médecin traitant peut être aidé selon les pays, les cultures et tout, par, c'est-à-dire de la médecine parallèle, ou bien la médecine douce, ou bien, voilà. Oui, Vous avez moins d'1 minute, malgré que la question est compliquée. Bien sûr, il faut s'appuyer sur les médecins traitants qui sont en effet les mieux placés pour conseiller et accompagner leurs patients. Et il n'y a pas d'opposition par rapport à la médecine traditionnelle par les plantes, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que c'est pas parce qu'on utilise des plantes que ça veut dire que le vaccin est inefficace. Donc il faut pas tout mélanger. Ça peut être voilà. Donc ça peut être complémentaire, mais il faut pas conforter des fausses informations sur le vaccin et sur les traitements du Covid. Et pour revenir aux médecins traitants, pourquoi ils n'ont pas eu le vaccin dans leur cabinet au début? C'était pour des problèmes tout simplement logistiques, parce que c'est un vaccin qui devait être congelé à moins 80 degrés dans un congélateur très spécial, et il y en avait un seul, il était à l'hôpital de Cayenne. Et donc maintenant, il est possible de vacciner dans le cabinet de médecine générale, et d'ailleurs, il y a des médecins généralistes qui vaccinent. De plus en plus, il y a des pharmaciens qui vaccinent. Donc il n'y a plus du tout le vaccin n'est plus contraint dans les vaccinodromes, même si ça reste plus aisé à organiser dans les centres de vaccination du fait de la conservation. Une dernière question avant que je retourne chez M. Castor. Pourquoi on ne donne pas aux Guyanais le choix d'être vacciné avec un vaccin ARN messager ou un vaccin classique? C'est-à-dire, on a entendu sur la place publique, il y a certaines personnalités qui disent laissez la possibilité. Oui, j'ai entendu ce débat, et en effet, il se pose au vu de l'opposition par rapport au vaccin ARN messager, mais encore faudra-t-il être sûr qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner par le vaccin ARN messager qui seraient preneurs des autres vaccins. En tout cas, si les autres vaccins ne sont pas disponibles en Guyane, c'était à l'origine pour de bonnes raisons. C'est parce que c'était ceux qui étaient le plus efficaces pour faire face aux variants auxquels on a fait face en Guyane, à savoir d'abord le variant Gamma, qu'on appelait brésilien, et dorénavant le variant Delta, que certains appellent indien. Et donc, les autres vaccins disponibles actuellement en Europe, que sont le vaccin Janssen et AstraZeneca, sont moins efficaces. Il faut dire la vérité aux gens, il ne faut pas leur mentir, sont moins efficaces, même s'ils le sont quand même à un niveau intéressant, contre les 2 variants qui circulent actuellement en Guyane. Donc moi, en tant que médecin, si un patient me pose la question de ce que je lui conseille, moi je lui conseille le vaccin ARN messager. Après, si le choix c'est rien du tout VS Janssen, oui, je lui conseillerais de faire Janssen, mais pour l'instant, c'est pas disponible. La dernière parole, je laisse à M. Castor sur une question. J'espère que vous allez me répondre. Finalement, il y a pas mal de gens qui sont en Guyane, et des Guyanais et des Guyanaises, ils voient que finalement, au fond, c'est un bras de fer entre la préfecture et des associations sur un fond d'épidémie. Finalement, le vrai problème, c'est pas l'épidémie ni le vaccin, mais finalement, le vaccin, l'épidémie, la Covid, c'est des outils dans un bras de fer. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens-là? Mais moins d'1 minute, parce que on a vraiment empiété sur le... Manifestement, le bras de fer, il existe aussi en Martinique et en Guadeloupe. Donc, l'histoire des associations, manifestement, dans les hôpitaux, si vous avez des organisations syndicales, mais les organisations syndicales, elles sont peu représentatives, c'est une réalité. Mais par contre, vous avez quand même un taux
extrêmement important de soignants qui refusent de se faire vacciner. Donc ça n'a rien à voir avec la caravane de la liberté, elle fait son truc. Oui. Et vous pensez que la caravane de la liberté, c'est elle qui crée cette résilience. Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. La caravane de la liberté, elle est quasiment toute récente. Donc vous en pensez que c'est la population? Moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez des personnalités, des organisations qui se sont réunies en collectif et qui exposent un problème, donc qui est un problème de choix de vie, de population. Nous voulons pouvoir choisir, tout simplement. Nous voulons avoir cette liberté. Et les orientations qui sont des orientations, et je le répète, qui sont des orientations politiques. L'obligation vaccinale, c'est un choix politique. Le pass sanitaire, c'est un choix politique. Et donc, on s'appuie sur des données médicales, soi-disant, mais je vous rappelle que les personnes qui prennent des décisions auprès de M. Macron, ce sont des militaires. Donc l'objectif, c'est la vaccination à tout prix de toute la population. Et nous disons non, parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas normal qu'on nous prive de cette liberté. Sur ce, on termine cette émission de Yana Santé bimensuelle. Je tiens à remercier M. Castor, élu à la mairie de Mathurin à la CACL. Il est présent aujourd'hui en tant que membre de la caravane des libertés pour le MDS. Je tiens à remercier le Dr Vignier d'accepter notre invitation, infectiologue et chercheur en santé publique en centre hospitalier en Guyane. Merci à vous deux et auditeurs, auditrices. Maintenant, une fois que le débat est terminé, c'est à vous de juger et je vous laisse ce soir. Bonne soirée à vous. Merci Laurent, bonsoir notre technicien. Bonsoir aux techniciens. Voilà, qui nous a c'est-à-dire, accompagnés dans cette émission. Merci beaucoup. Merci, bonsoir.